l'innovation. On va quitter un petit peu la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine pour remonter à la pharmacie québécoise. Donc c'est un grand plaisir pour moi de présenter le docteur Arruda, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Pendant de nombreuses années, il a travaillé plus spécifiquement dans le domaine de la surveillance, de la vigie, de l'épidémiologie d'intervention, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses. Entre 2000 et 2012, il a occupé la fonction de directeur de protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a agi comme responsable dans le domaine des maladies infectieuses et transmissibles, des infections nosocomiales, de la santé au travail, de la santé environnementale et des mesures d'urgence. Enfin, le 9 mai 2012, il était nommé directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint. Et depuis, il a réalisé un certain nombre de choses. C'est sous sa gouverne qu'a été lancée la première politique gouvernementale de prévention en santé de 2015-2025 et le plan d'interaction ministériel 2017-2021. Donc cette initiative est une des premières du genre en Amérique du Nord et aura un fort impact pour la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Et je dirais des Canadiens peut-être plus généralement. J'ouvre. Donc voilà, donc il va nous parler des approches novatrices au Québec de prise en charge du patient par le pharmacien d'officine. Je crois que c'est au Québec que le pharmacien d'officine a le plus de rôle, même par rapport à notre pays, la France. En fait, le pharmacien d'officine au Québec a un rôle axé notamment sur le développement de la pharmacie clinique. Et donc, des innovations sont nombreuses. Il y a la gestion du dossier patient, les nouveautés informatiques. Il a même droit de prescrire certains nouveaux médicaments, délivrer des composés comme la méthadone et la buprenorphine pour combattre les intoxications, les dépendances aux opioïdes. Et enfin, il s'est établi une relation privilégiée entre les pharmaciens et les médecins. Bon, mais je ne vais pas en dire plus parce que sinon il ne va plus rien avoir à raconter. Donc je vais lui donner la parole. Monsieur Arruda. Bonjour. Excusez-moi. Je tiens à remercier les organisateurs et tous ceux qui nous ont accueillis ici. J'ai l'impression d'avoir acquis en moins de 24-48 heures une grande quantité d'amis. L'accueil est d'une chaleurosité extraordinaire. Je dois vous dire, je le disais hier, je pense que je suis considéré presque comme le roi du pays. Je suis reçu véritablement de façon royale. Alors, je vous remercie. Écoutez, vous avez eu mon curriculum, je vous dirais, peut-être professionnel, mais je tiens à vous dire que je suis... Horacio Arruda, c'est un nom portugais d'origine. Je suis né au Québec de parents qui ont quitté les îles des Açores, un pays merveilleux, pour aller s'installer pour un futur meilleur pour leur enfant, leur unique enfant comme tel. Et je tiens à remercier mes parents d'avoir fait ce sacrifice d'immigration qui est difficile comme tel maintenant. C'est assez rare que j'ai un auditoire aussi important de pharmaciens. Je dois vous avouer que je présente beaucoup plus à tout type de professionnels de la santé. Je m'excuse de ne pas être pharmacien, j'ai le défaut d'être médecin. Mais je tiens à vous dire qu'avec ma conjointe, nous avons réussi une chose extraordinaire. Nous avons mis au monde une pharmacienne. Donc, ceci nous permet de récupérer un peu sur le fait que nous sommes médecins. Et je m'excuse au nom de tous mes collègues qui ont déjà souvent opprimé, à mon avis, les autres professions de la santé, dont les pharmaciens, les infirmières, etc. Mais nous allons vivre un monde nouveau. Écoutez, juste pour vous situer, vous avez ici la carte du monde, et d'ailleurs, on a des représentants de plusieurs pays. C'est toujours très intéressant de voir que malgré le fait que nous vivons dans des contextes socio-économiques, politiques différents, nous partageons quand même souvent des enjeux communs et je trouve ça majeur. Donc, nous avons quitté le Québec. Si vous voyez là sur la carte, je n'ai pas nécessairement de pointeur, je ne crois pas. Je vais vérifier si ça pointe. Oups, en tout cas, vous avez vu le Québec, vous avez vu le Maroc. Je tiens à vous dire que malgré qu'il n'y a que 6 heures de vol,
Voici la température au Québec, 45 cm de neige actuellement. Et voyez-vous où nous sommes actuellement? Je vous dis que mon travail m'amène certains bénéfices secondaires, c'est-à-dire d'être ici, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cela. Écoutez, on pourrait parler dans le domaine de la pharmacologie, de la pharmacie, d'énormément de choses. On peut aller jusqu'au niveau nano, donc le très, très, très spécifique dans le fonctionnement de la cellule. Mais moi, je viens plutôt vous parler d'une perspective organisationnelle. Je suis un homme qui travaille dans un ministère, oui, dans un ministère, là où je n'aurais jamais voulu finir ma carrière, j'y suis. Mais je suis en somme un homme qui essaie de voir comment les systèmes de santé, notamment avec ces acteurs, peuvent offrir un meilleur soin à la santé. Autant on a des technologies très, très importantes dans notre société, elles ne sont pas accessibles à tous. Et il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où on n'a pas les éléments de base, une eau de qualité, un logement adéquat, et donc beaucoup de populations qui n'ont pas accès à une médecine de santé primaire, qui, à mon avis, est majeure, qui est un des déterminants les plus importants, notamment avec l'environnement et tous les déterminants de la santé, de la question de l'humanité et d'un meilleur développement. D'ailleurs, les 17 objectifs du développement durable nous rappellent les grandes luttes que, comme société et comme monde, nous avons à faire si nous voulons avoir un développement durable. Mais on va revenir un petit peu pour vous dire comment le pharmacien peut pratiquer en officine, en contact direct avec le patient. On a une grande chaîne de pharmaciens au Québec qui s'appelle Jean Coutu et qui dit « Dans la pharmacie, vous trouverez tout, même un ami ». Oui, parce que le pharmacien est accessible, beaucoup plus accessible même que le médecin. Il est là au moment où les gens ont des besoins de conseils, etc. Donc, il peut jouer un rôle très important dans le système de santé qui, même dans des pays comme les nôtres, qui sont économiquement favorisés, a des problèmes d'accès à la première ligne aux médecins de famille. Et nous n'aurons pas de réponse si nous ne nous respectons pas et si nous ne travaillons pas ensemble, toutes les professions médicales, accompagnées des vétérinaires et autres, pour combattre les problèmes de cette société. Donc, je tiens à vous dire qu'il y a eu une évolution de l'exercice de la pharmacie depuis l'an 2000 de façon assez intensive au Québec, notamment d'une fonction qui était plutôt liée à la préparation à l'époque de la distribution de médicaments. Certaines officines antérieures, on voit que les gens faisaient beaucoup de préparation médicamenteuse. Maintenant, c'est différent. Le pharmacien est passé à la gestion de pharmacothérapie et à l'offre de soins pour les patients. Ça, c'est majeur, à mon avis, là. Le pharmacien, avec sa formation maintenant, comme tel, il y a 2 facultés de médecine au Québec. Les 2 facultés sont dans les universités francophones. Il n'y a pas de faculté de pharmacie dans les universités anglophones. Et il y a eu un rehaussement de la formation universitaire pour en faire des doctorats professionnels, ce qu'on appelle les PharmD aux États-Unis, d'une durée de près de 5 ans. Le Québec a été une des provinces canadiennes qui a été la première à implanter ce programme qui instrumente, je vous dirais, le pharmacien généraliste qui n'a pas fait de maîtrise, par exemple, à avoir une orientation plus clinique, à mon avis, à la fois pharmacologique, mais aussi par rapport à la question clinique et à la relation avec le patient. Il y a aussi des maîtrises en pharmacothérapie avancée qui habituellement sont réservées, pas réservées, mais qui sont demandées pour un médecin qui pratique en établissement de santé, je veux dire en soins hospitaliers et non pas en communauté. Habituellement, on exige une maîtrise, il y a quelques exceptions, puis bien entendu, les gens peuvent faire des doctorats, particulièrement s'ils s'orientent vers un domaine plus associé à l'enseignement et à la recherche. Bon, il faut comprendre que le contexte de la pratique des gens qui pratiquent en santé est, je vous dirais, balisé souvent par des lois. La loi sur la santé et les services sociaux, la loi sur différentes professions. Il y a la loi sur la pharmacie et ses règlements qui vont définir un peu le caractère de pratique des pharmaciens, ce qu'ils peuvent poser comme acte ou pas. Et dans les faits, il y a des négociations qui se font entre les différents ordres professionnels, médicaux, infirmières et pharmaciens, et le gouvernement, en fin de compte, devant la problématique de l'accès aux soins, travaille de plus en plus à redonner à chacune des professions médicales une place, à mon avis, une contribution à la hauteur de la capacité de cette profession-là.
il y a l'Ordre des pharmaciens du Québec, comme les ordres de médecine, les ordres des infirmières du Québec, qui est responsable de la qualité de l'exercice, donc qui doit s'assurer que ses membres répondent aux critères de formation et de maintien de la compétence à travers les formations continues. Et il y a, bien entendu, un rôle de protection du public comme tel qui est important pour que ses membres agissent toujours avec diligence, avec déontologie envers le public. Au Québec, c'est la seule province au Canada où il y a une obligation d'être pharmacien pour être propriétaire d'une pharmacie. Il faut comprendre que les pharmacies au Québec sont un peu différentes quelquefois, je vous dirais, de celles qu'on peut voir dans certains pays d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une partie pharmacie officine qui est très bien délimitée, où le pharmacien va exercer sa profession. Et souvent, il y a une partie commerciale où on peut trouver de tout, jusqu'au lait, des produits de consommation haute, qui est la partie, je vous dirais, économique de la pharmacie, mais les deux fonctions sont dissociées comme telles, même si c'est dans le même établissement. Au Québec, il y a, en termes d'effectifs, nous sommes une population d'environ 7 millions de personnes. Là, il y a une concentration importante le long du fleuve Saint-Laurent des différentes villes. Il y a des communautés très éloignées au nord, un grand territoire peu densément peuplé. Moi, quand je pense à des villes comme Saint-Paulo ou en Chine, où on retrouve la population du Canada dans une ville, en termes de promiscuité et d'enjeux, c'est assez particulier. En passant, cette nuit, j'étais en conférence téléphonique à 3 heures parce que j'avais dit à mes gens d'attendre que je revienne avant d'avoir notre premier cas de coronavirus au Québec. Eh bien, ils ne m'ont pas attendu. Alors, au retour, les évaluations de mes directeurs adjoints vont être très mauvaises. Mais donc, on a un premier cas chez nous au Québec de coronavirus. Et je tiens à vous dire que c'est un enjeu important, mais qui prend beaucoup de place dans les médias. Mais il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui ne sont pas mis à la place, avec des maladies qui tuent encore plus que cela, des inéquités sociales de santé, etc., etc. Mais on y reviendra. Donc, il y a à peu près 9 565 pharmaciens, 4 900, près de 5 000 qui pratiquent en pharmacie communautaire, et ce sont des gens salariés, c'est-à-dire que les pharmaciens propriétaires paient un salaire à leurs pharmaciens. Il y a des pharmaciens propriétaires, donc qui sont des pharmaciens qui sont propriétaires, qui vont facturer aussi au gouvernement les actes que vont poser les pharmaciens et qui vont les redistribuer en salaire aux pharmaciens, et environ 1 700 pharmaciens en établissement de santé. Certains autres, le total ne donne pas le total, mais ce sont des gens qui pratiquent soit dans un milieu universitaire ou autre, pas nécessairement dans la combinaison. Il y a 1 900 pharmacies communautaires qui sont réparties dans l'ensemble du territoire. Donc, il faut comprendre qu'il y a une pharmacie assez près de chez nous. Donc, le pharmacien, en temps de distance, est assez facilement accessible, particulièrement pour les clientèles âgées qui souvent ont des problèmes de locomotion, etc. Il y a des services de livraison à domicile. Donc, la pharmacie, c'est un endroit où on peut aller et les gens vont à la fois consommer certains produits et accéder à leur pharmacien. Donc, c'est un endroit accessible au point de vue territoire, accessible au point de vue des heures, parce qu'elles ouvrent souvent très tôt le matin, vers 9 heures, pour terminer 9 heures, donc ouvert 12 jours. Il y a des pharmacies ouvertes 24 heures. Donc, on se rend compte que c'est un milieu extraordinaire pour certaines interventions de nature préventive. Je tiens à vous dire que la formation et le rôle accentué du pharmacien pour les soins pharmaceutiques a amené le gouvernement du Québec à élargir la portée d'exercice de la pharmacie par l'ajout de nouvelles activités professionnelles. Donc, c'est une genre d'innovation de système, mais qui, à mon avis, est essentielle. Et c'est vrai pour la pharmacie, comme c'est vrai pour l'infirmière praticienne actuellement, où on permet à certaines infirmières qui ont une formation particulière de poser des diagnostics et d'agir. Je tiens à vous dire que ça ne s'est pas fait dans la douceur et dans le calme. Il y a toujours des luttes corporatives. Chacun protège son territoire. Et donc, nous, comme gouvernement, nous devons, à mon avis, forcer le discours et la collaboration parce qu'il n'y a plus aucun professionnel qui puisse se permettre de dire qu'il est en mesure de tout faire. Et je pense que les expertises doivent être partagées et c'est très clair qu'avec votre formation en pharmacie,
Elle est beaucoup plus grande que les moments que nous avons eus dans nos cours en médecine et actuellement avec la quantité de médicaments, possibilités d'interaction, etc., votre rôle est majeur. Et donc, le Québec a voulu le faire. Puis, mais je vais vous dire que quand on rentre dans le diagnostic, c'est un territoire miné. Comme tel, les gens sont très possessifs de leur diagnostic. Heureusement, c'est en train de changer. Heureusement, en établissement de santé, la collaboration, elle est là depuis plus longtemps. Mais maintenant, avec l'officine et les médecins de famille, il y a une nouvelle ère qui s'en vient et une nouvelle génération qui va être très heureuse d'avoir un collègue pharmacien pour travailler avec nous. Et quelquefois, le vieillissement permet un rajeunissement et une nouvelle culture s'installe parce que les gens vont aussi fonctionner en fonction des modèles qu'ils vont avoir vus et pas nécessairement. Et donc, quand on a été habitué pendant 50 ans à fonctionner comme ça, mais comment le pharmacien peut-il me contredire ou venir jouer dans ma prescription? C'est une chose qu'on entend encore quelquefois, mais qui change, heureusement. Donc, les nouvelles activités professionnelles, c'est la prolongation d'une ordonnance d'un médecin afin que le traitement prescrit ne soit pas interrompu. Vous savez, quand on appelle et qu'on ne peut pas avoir de rendez-vous avec notre médecin avant 3 mois et qu'on est à la fin d'un cycle thérapeutique, c'est inacceptable. L'ajustement d'une ordonnance d'un médecin en modifiant la forme, la dose et la quantité ou la posologie, particulièrement quand il y a des problèmes, je vous dirais, de sécurité, erreur de dose, c'est très rare, très rare, ça n'arrive jamais que les médecins se trompent. Mais donc, quelquefois, ça peut arriver que le pharmacien fasse des modifications ou quand il y a une cible qui est déterminée en termes de, par exemple, de glycémie ou de coagulation, le pharmacien peut ajuster la dose en fonction de la cible qui est visée. Il peut substituer un médicament prescrit en cas de rupture d'approvisionnement complète au Québec par un autre médicament d'un même ou sous-classe thérapeutique. Je peux vous dire que des ruptures d'approvisionnement, on en a en vaccin, on en a dans le pharmaceutique, c'est devenu un casse-tête actuellement comme tel. L'administration de médicaments par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire ou par inhalation à des fins d'enseignement. Voyez-vous, à des fins d'enseignement, parce que ce n'est pas seulement non plus avec les médecins que certains territoires à protéger, et les infirmières aussi qui ne veulent pas. Chacun défend sa communauté. Voyons ça comme étant un acte de patriotisme. La prescription et l'interprétation des analyses de laboratoire aux fins de suivi de la thérapie médicamenteuse. Et voici les nouvelles activités professionnelles qui maintenant sont existantes. La prescription de médicaments lorsqu'un diagnostic n'est requis, notamment à des fins préventives pour les conditions suivantes, exemple, diarrhée du voyageur, prophylaxie du paludisme, supplémentation vitaminique, nausées, vomissements reliés à la grossesse, cessation tabagique, très important, contraception orale d'urgence, contraception hormonale à la suite d'une prescription de médicaments requis pour une contraception d'urgence ou pour une durée initiale qui n'excède pas 3 mois. Puis ils peuvent aussi prolonger la prescription pour 3 mois. La pédiculose, la prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valves, la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque, la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant certaines. Donc, vous voyez, c'est très réglementé, hein, ça apparaît dans les règlements, de telle sorte que chacun connaît sa balise comme telle, et je pense que ça va être amené à évoluer avec le temps aussi quelque part, parce qu'il faut faire ces pas-là, à mon avis, pour faire accepter aux autres territoires que le patriotisme, on peut tous l'avoir ensemble. La prescription du médicament pour le traitement des conditions mineures, rhinite allergique, herpès labial, acné mineure, vaginite à levure, érythème fessier, ça fait mal, dermatite atopique, conjonctivite allergique, muguet, aphte, dysménorrhée, hémorroïdes, infection urinaire chez la femme, ce sont des activités professionnelles qui sont maintenant permis. Ça a été adopté en 2011. En 2019, actuellement, ça a été déposé dernièrement. Il y a débat à l'Assemblée nationale pour d'un nouveau projet de loi qui revoit notamment des fonctions de l'infirmière praticienne, mais aussi du pharmacien. On était en retard, on était la seule province au Québec, au Canada, je dois vous dire, on était en avance quelquefois, mais il faut bien avoir quelques défauts. Le pharmacien maintenant va pouvoir prescrire et administrer des vaccins, ce qui n'était pas le cas. Actuellement, les cliniques de pharmacie avaient des vaccinatrices qui étaient des infirmières, mais
le pharmacien ne pouvait pas. Et vous comprendrez qu'avec la quantité de nouveaux vaccins, notamment chez l'adulte, d'avoir les pharmaciens comme partenaires pour permettre l'accès à la vaccination, c'est merveilleux. C'est permettre aux pharmaciens de prescrire et d'administrer des médicaments en situation d'urgence afin de répondre à des réactions allergiques sévères par l'usage d'épinéphrine, mais aussi, par exemple, dans d'autres situations comme la crise d'asthme. Et aussi, les opioïdes. Nous avons maintenant une distribution d'opioïdes de l'Anoxone un peu partout, même dans la communauté, à cause de la crise sur les opioïdes qu'on a vécu au Canada. Même moi, moi je suis médecin, mais disons, j'ai encore un droit de pratique, même si je suis en santé publique. Mais n'importe qui, un voisin, un ami, peut avoir de l'Anoxone si autour de lui, il y a quelqu'un qui serait à risque de prendre des opioïdes. On a eu une grande crise avec le fentanyl actuellement au Québec. Et on peut permettre la prescription de tout médicament par les pharmaciens à la suite d'une demande de consultation dans le cadre d'une pratique avancée de partenariat. Ça se trouve particulièrement dans l'univers, je vous dirais, là, de l'établissement de santé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le pharmacien il est un consultant spécialiste au même titre que le chirurgien, le cardiologue, etc. On appelle ça un partenariat dans le cadre d'une partenariat. Ça se fait moins en communauté, mais je sens qu'on va évoluer aussi vers ça, éventuellement, compte tenu des pas qu'on est en train de faire. Il faut apprendre à marcher avant de courir. On va faire aussi, il va pouvoir évaluer la condition physique et mentale dans le but de s'assurer d'un usage approprié d'un médicament. Par exemple, si on sent que quelqu'un a des problèmes de santé mentale et ne serait pas en mesure de faire la compliance ou d'avoir un bon traitement. Puis on va permettre aux pharmaciens de procéder à la substitution thérapeutique pour d'autres situations que la rupture d'approvisionnement. C'était là pour la rupture d'approvisionnement comme tel, on a gagné ce point-là. Puis je veux dire, on finit par, à petits pas, par immuniser les docteurs pour qu'ils puissent accepter qu'ils n'aient pas de réaction allergique aux actes de pharmacien. Je voudrais quand même, avant de quitter, parler donc de cette question de la pratique, de la normalisation, de l'interdisciplinarité, faire part de certains éléments pour lesquels, à mon avis, le pharmacien est important. Il y a un élément que je n'ai pas nommé ici qui est très important. Vous savez, sur la planète, on n'a jamais vu autant de gens qui sont réfugiés dans des conditions effroyables à travers le monde. Et je pense que, autant que les médecins sans frontières, les pharmaciens sans frontières ont un rôle majeur, à mon avis, dans nos sociétés futures. Je tiens à le mentionner parce que souvent, on est dans la technologie très, très avancée, puis on oublie qu'actuellement, dans la planète, il y a des millions de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable, etc. Quand je prends mon bain dans mon eau merveilleuse et potable, je pense à ces femmes qui vont faire des kilomètres pour aller chercher une eau bueuse pour alimenter sa famille. Il ne faut jamais oublier cet élément-là. Et autant on pourra avoir de la technologie très élevée, si on n'est pas capable de la transférer dans les pays, ou même les pays, je vous dirais, riches comme le Canada. On parle souvent d'Afrique, c'est vrai, là, mais on ne sera pas en mesure, à mon avis, si on ne change pas des choses, de maintenir un système public de soins et primaire pour tous. Parce que la menace d'augmentation des coûts, notamment des médicaments, entraîne, à mon avis, une capacité qui est difficile. On a chez nous ce qu'on appelle un régime d'assurance médicaments, c'est-à-dire que la santé est complètement publique au Québec, les gens sont tous assurés. Le médicament est aussi public. Par contre, il est un peu mixte dans le sens où les personnes à très bas niveau économique ils vont avoir vraiment une couverture totale sans franchise. Mais ceux qui travaillent, qui ont des associations professionnelles, des syndicats, ont des assurances privées avec une cofranchise avec le gouvernement. Mais actuellement, dans les faits, techniquement, tout le monde a accès à la médication, indépendamment du coût, actuellement, sauf peut-être pour les gens qui sont dans la classe moyenne et qui doivent payer certaines franchises, alors que les plus démunis, eux, ne le sont pas. Mais on a quand même ce régime d'assurance médicaments parce que c'est bien beau d'avoir des médicaments qui existent, mais si on ne peut pas se les avoir, je veux dire, elles sont comme sur une tablette ou ne bénéficient qu'à ceux qui sont en santé et riches, et plutôt que les pauvres et les malades. Donc, je trouve ça important de voir cet élément-là. Les pharmaciens ont joué un rôle très important dans notre programme d'échange de seringues, notamment au début de l'épidémie du VIH et de l'hépatite C. On a mis énormément de sites de distribution d'échange de seringues dans les organismes communautaires qui recevaient ces clientèles,
mais on le fait aussi, je vous dirais, en pharmacie. Donc, les pharmaciens récupèrent des seringues souillées et redonnent des seringues à la population, à la fois pour les clientèles qui utilisent des drogues injectables et à la fois pour le patient qui est diabétique et qui ne veut pas contaminer l'environnement avec les produits. Donc, c'est une chaîne qu'on a mis en place depuis les années, je vous dirais, 2000. Au Québec, ça fonctionne très bien et on a démontré une diminution du taux d'hépatite C associée à cette meilleure utilisation des produits, sans augmentation de la criminalité, sans augmentation non plus, je vous dirais, là, des attaques, etc. On a plutôt assaini l'environnement par rapport aux seringues. Et on a même au Québec actuellement un programme de ce qu'on appelle de site d'injection supervisée, là, qui est basé sur des expériences notamment en Suisse, qui s'est implanté dans les grandes métropoles. Le dossier Santé Québec, c'est le dossier informatisé. C'est un dossier qui permet à plusieurs professionnels. Ce n'est pas le dossier médical complet que nous sommes en train d'implanter dans les différents établissements, mais c'est un dossier qui reçoit de l'information par rapport aux examens de laboratoire, la radiologie, la médication, et le pharmacien peut en officine accéder au dossier et vérifier le profil médicamenteux, même si le patient a été voir une autre pharmacie privée parce que, comme tel. Donc ça, c'était vraiment une grande avancée, ce qui permet d'avoir, parce que souvent les gens ne savent pas quelle pilule ils prennent. Ils prennent la petite bleue, la jaune, celle qui est en oblong, et ça, c'est excessivement difficile. Mais grâce, surtout si on va d'une pharmacie à une autre et qu'on n'est pas fidèle à son pharmacie d'officine, on a ce dossier santé. Résistance aux antibiotiques, une autre grande menace. Vous le savez, l'OMS le déclare. On a beaucoup de difficultés à gérer ça. Je pense que le pharmacien, particulièrement en milieu hospitalier, mais aussi dans la communauté, va avoir un rôle très majeur, à mon avis, dans le conseil qu'il va donner par rapport aux infections virales, la surutilisation des antibiotiques. Et je peux vous dire que autant les gens ont une relation de confiance importante avec leur médecin, le pharmacien est vraiment, en tout cas au Québec, un professionnel de la santé qui est adoré, particulièrement par les personnes âgées, parce qu'ils ont le temps à offrir. Il y a un service qui est moins sous pression qu'en clinique, et souvent les gens vont aller attendre à l'urgence pour des phénomènes qui pourraient très bien être gérés à l'extérieur, dont l'importance que vous soyez là et que vous conseillez notamment la mère par rapport à la prise des antibiotiques pour les infections virales chez l'enfant. On a véritablement un problème. Et en milieu hospitalier, les programmes de surveillance des antibiotiques font des économies de coûts de façon très, très importante par rapport à la facture de médicaments en milieu hospitalier et évitent des complications importantes comme on a connu récemment de Clostridium difficile à cause d'utilisation de céphalosporine de troisième génération qui n'était pas le traitement de premier choix, mais souvent prescrit par le chirurgien qui veut le parapluie qui couvre tout et qui conteste. Mais le pharmacien, quand il fait ce travail-là, en plus du comité de pharmacovigilance, il aide véritablement à la résistance aux antibiotiques. Vous êtes accessible, vous êtes crédible, c'est très important. Et ça, je pense qu'il faut bénéficier de ça. C'est effroyable de laisser autant de pharmaciens ne pas jouer un rôle qui peut être meilleur, accentué à mon avis. C'est une façon, en mon sens aussi, d'assurer l'accès et le maintien. Un dernier dossier qu'on va traiter demain avec mon collègue Ben Amar, je tiens à le remercier parce que si je suis ici, c'est grâce à lui. Hein? J'ai connu, à travers le dossier du cannabis, un collègue qui est devenu un grand ami, à mon avis, qui me fait découvrir le Maroc et l'Espagne, hein? Pays compétiteur du Portugal. Hein? L'Espagne, quand même, il ne faut pas se le cacher, mais on finit à survivre ensemble, comme les pharmaciens et les médecins. Alors, actuellement au Canada, le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif qui a été mis en place, on en parlera demain, mais le cannabis thérapeutique est un régime spécial qui a été fait par le fédéral et il n'y a aucune implication directe autre qu'un document médical qui autorise le patient à recevoir du cannabis, je vous dirais, du fédéral à travers, avec des normes. Nous, on pense qu'il y a un enjeu. On pense, et les ordres professionnels, nos syndicats de pharmaciens considèrent que le pharmacien, parce que le médecin, ils n'ont pas... Le cannabis thérapeutique, c'est très peu connu. Avec la légalisation, des études vont venir par rapport à leurs utilités adéquates versus ce qu'on appellerait la récréation.
je tiens à vous dire que dans les faits, les pharmaciens veulent jouer un rôle, notamment dans la question des interactions médicamenteuses, etc. Et je pense que les connaissances devront évoluer de façon importante dans ce domaine-là au cours des prochaines années. Maintenant que la légalisation est là, les études cliniques vont être beaucoup plus faciles à faire, à mon avis. Puis ça devient comme plusieurs molécules, je vous dirais, naturelles, des fois, dans la nature. Dieu a créé des choses merveilleuses, mais il faut savoir les utiliser. Et je ne dis pas ça en compétition contre les compagnies pharmaceutiques, là, ne vous en faites pas, ce n'est pas ça mon objectif, mais je pense que c'est ça. Pour terminer, je vais me permettre de dire que je travaille dans un gouvernement. On dit que les gouvernements, ce sont des organisations qui travaillent en silo. Hein? Le bras droit ne sait pas ce que fait le bras gauche, l'autre va par en haut, l'autre va par en bas, l'effet s'annule. Alors, pour ça, non, mais c'est comme ça, dans le fond, ça résume l'image, mais si on n'est pas aligné sur la même priorité et qu'on ne va pas dans la même direction, toute déviation est une énergie qui est perdue et qui ne sert pas à ce qu'on fait. Alors, dans la perspective d'une démarche de Health in All Policies, santé dans toutes les politiques, nous avons mis en place une politique gouvernementale de prévention de la santé parce qu'on pense que le ministre du Transport, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture est aussi important que le ministre de la Santé si on veut être en mesure d'avoir une société qui est bien éduquée, qui peut permettre, à mon avis, de rester en santé. Vous savez, on a créé le diabète de type 2 chez l'adolescent, une maladie qui n'existait pas quand j'ai commencé ma médecine. C'est horrible de voir des enfants de 14 ans qui, aujourd'hui, vont vivre moins longtemps que leurs parents parce qu'ils vont être atteints de diabète et de maladies chroniques à cause d'une obésité et sédentarité. Mais si on veut que les gens bougent, si on veut que les gens n'utilisent pas de transport en commun, il faut travailler avec le ministère du Transport et les autres ministères. Donc, 15 ministères et organismes qui ont un plan d'action et qui sont enlignés du plus possible vers une politique de prévention et ainsi, à la fois le ministre de la Santé, à la fois le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la fois le ministre du Transport, à la fois le ministre de l'Environnement, sont tous ensemble pour être capables d'adresser les enjeux du développement durable. Sur ce, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je vous remercie.